Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Dr Andarelli, donc je suis jeune chef de clinique dans le service de Patrick Assayag, donc qui peut malheureusement pas être là aujourd'hui, mais avec qui on a vu un petit peu ses quiz. Et je vais essayer de porter sa parole. Et un grand merci au professeur Anon pour m'avoir invité aujourd'hui. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt, évidemment. Et donc, le but un petit peu, ça va être très interactif. J'ai une dizaine de quiz ECG, je vous montre un petit peu et puis on peut en parler si vous voulez. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, c'est cet électrocardiogramme, par exemple, un patient de 86 ans admis aux urgences pour asthénie, dyspnée. Et je vous pose la question donc sur cet électrocardiogramme à propos de la repolarisation. Donc ça vous a peut-être marqué qu'elle n'est pas forcément totalement normale. Quelles sont votre hypothèse sur cet électrocardiogramme? Donc pour vous aider un petit peu, j'ai différentes propositions. Alors, s'agit-il, à votre avis, d'un bloc de branche gauche complet, d'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST dans le territoire antérieur, ou d'un infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST dans le territoire latéral? Ok, donc bloc de branche, effectivement, je vois que c'est assez clair pour tout le monde. Donc vous voyez, ils sont très forts, faites attention. Voilà, donc certains seront faciles, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, vous voyez donc effectivement, la repolarisation n'est pas normale. On a un sus-décalage de V1, V2 à V3, mais on a cet aspect assez classique de QS en V1, V2. Sachez qu'on peut avoir un sus-décalage du segment ST et un bloc de branche gauche. Mais dans ces cas-là, il y a certains critères d'amplitude, notamment du sus-décalage. Un sus-décalage trop important, ça doit finir par faire évoquer un infarctus. Dans ces cas-là, on a une amplitude tout à fait classique. Par rapport à la repolarisation latérale, elle est là aussi modifiée, mais c'est des troubles de repolarisation tout à fait secondaires au bloc de branche. Donc c'est un aspect classique de bloc de branche gauche. Le même patient, donc c'est un patient qu'on a eu dans le service, donc il est arrivé aux urgences et puis 2 heures plus tard, on nous appelle aux urgences en nous disant ce patient il se sent pas bien, j'ai fait son électrocardiogramme, il est en tachycardie, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc là je vous pose la question par rapport à cette tachycardie. Donc vous voyez que c'est une tachycardie avec des QRS larges, et je vous pose la question, plutôt une tachycardie du ventricule ou une tachycardie supraventriculaire, FA, flotteur ou jonctionnelle avec bloc de branche? Alors, à votre avis, donc... Qui vote pour le 1? Qui vote... Ouais, TV. Pas sûr. Qui vote pour le 2? Qui vote pour le 3? Il y en a qui n'ont pas voté, là. Ou alors tout le monde vote pour le 4? Alors, donc, dans ces cas-là, donc, la première étape, ça va être de savoir si la tachycardie elle est régulière ou non. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul type de tachycardie irrégulière avec des QRS larges, ça va être l'AFA. C'est le seul type de tachycardie qu'on peut avoir. Vous voyez que ici, si on regarde, alors si on va un petit peu vite, on peut peut-être ne pas voir exactement, mais si on regarde exactement les espaces entre les QRS, vous voyez, notamment à ce niveau-là, on le voit bien, que il n'y a pas une régularité qui se poursuit dans les espaces QRS. C'est donc là une tachycardie irrégulière. Donc je vous dis, le seul type de tachycardie irrégulière à QRS large, c'est l'AFA. Et les QRS sont larges parce qu'il y a un bloc de branche associé. Vous avez vu que ce patient, il est arrivé avec des QRS larges dès le début, avec son bloc de branche. Si jamais on n'avait pas eu de tachycardie, si jamais on avait eu une tachycardie régulière, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être l'une des 3 autres propositions. Et dans ces cas-là, il faut regarder un petit peu la morphologie
après de la tachycardie. Dans ce cas-là, c'était clairement une FA parce qu'elle est irrégulière. Alors, troisième électrocardiogramme. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser à la repolarisation. C'est un patient de 85 ans en fibrillation atriale permanente. Donc, qui dit permanente, il va peut-être recevoir des traitements dans ce cadre-là. Et vous le voyez en consultation systématique, il n'a pas forcément de plainte. Vous apercevez que la repolarisation n'est pas strictement normale. Et donc, je vous pose la question sur cet électrocardiogramme. Que pensez-vous de la repolarisation? Alors, s'agit-il, à votre avis, d'un syndrome coronarien aigu, d'une séquelle d'un accident ischémique ancien, ou d'une imprégnation en médicaments, dans l'AFA permanente, vous savez, dans l'AFA, on peut parfois voir l'amiodarone ou la digoxine. Donc, imprégnation en digoxine. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Non, bon, donc c'est tout à fait clair. Donc effectivement, c'est le cas assez classique de l'imprégnation en digoxine, où vous voyez au niveau de la repolarisation. Donc en fait, c'est un sous-décalage du segment ST qui se voit dans l'ensemble des dérivations, associé à un QT court. C'est ce qu'on appelle donc une cupule digitalique. Donc il faut bien se rappeler que c'est un signe d'imprégnation en digoxine. Ça veut dire que le patient prend son médicament. C'est d'ailleurs pas dans 100% des cas, hein, mais ça peut être un signe que le patient prend son médicament. C'est pas synonyme de surdosage, donc c'est pas forcément pathologique. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Je vous ai mis pour ceux qui se poseraient la question, et alors qu'en est-il de l'amiodarone? Eh ben, il faut savoir que ça peut aussi se voir sur un électrocardiogramme, c'est pas du tout systématique. Et dans ces cas-là, l'imprégnation en amiodarone, elle se voit là aussi au niveau de la repolarisation. Vous avez cet aspect qu'on appelle en S inversé, donc en fait la repolarisation qui fait des vagues comme ça, avec apparition d'une onde U. Ça se voit pas dans tous les cas, mais sachez qu'un patient qui prend de l'amiodarone au long cours, comme c'est le cas dans AFA paroxystique, ça peut aussi se voir sur un électrocardiogramme. Alors, nouvelle question. Donc cette fois-ci, patient de 88 ans, retrouvé au sol chez lui, il est amené aux urgences par les pompiers. Et donc, par rapport à cet électrocardiogramme, je vous pose la question, quel est le rythme? Alors, je vous donne en possibilité fibrillation atriale, flotteur atrial ou rythme sinusal. Alors, à votre avis, donc vous voyez la question, clairement, hein, elle va se poser. Vous voyez que c'est pas l'aspect qu'on peut avoir de manière classique. Donc, à votre avis, qui dit 1? Donc, pas grand monde. Qui dit 2? Ok. Et qui dit 3? Ok. Donc, partagé entre 2 et 3. Donc, c'était un rythme sinusal. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, effectivement, ce qui vous a attiré l'esprit, c'était à ce niveau-là. On a clairement un tracé de la ligne de base qui peut tout à fait faire penser à un flotteur atrial avec un aspect en toit d'usine. Sauf que si vous voyez toutes les dérivations et que vous observez correctement, vous allez regarder là où j'ai entouré, donc en V3 ou V6, où là on n'a plus cet aspect ici, on a un tracé avec un aspect totalement normal, sinusal, une onde P, un QRS, une onde P, un QRS. Donc il faut savoir que ça, c'est des tracés qu'on a assez souvent et pour lesquels nous, cardiologues, on est assez souvent appelés par les urgentistes. Donc c'est ce qui se rencontre assez fréquemment hein, lorsqu'on a des parasites, et notamment chez le patient avec des tremblements parkinsoniens ou autres mal contrôlés. On arrive souvent à ce genre de tracés qui ne sont pas évidents à première vue, mais regardez bien l'ensemble des dérivations, c'est bien un rythme sinusal, donc il n'y a pas d'anomalie particulière. Autre électrocardiogramme, un patient de 81 ans qui fait de l'AFA. Zut. Donc, alors, je vais commenter. Vous avez deviné ce que c'est? Voilà, donc je voulais clairement vous attirer votre attention donc, sur la repolarisation.
Retenez une FA récidivante qui va se trouver sous amiodarone. C'est important de se rappeler que l'amiodarone allonge l'espace QT et que chez un patient sous amiodarone, il faut faire quand même attention à cet espace QT. Surveillez également la kaliémie. Je vous rappelle plusieurs associations qui ne font pas bon ménage, l'hyperkaliémie, le QT long, la bradycardie. Ils sont spécialistes en hyperkaliémie, là. Par contre, un médicament qui donne QT long en EHPAD, c'est quoi surtout ? Neuroleptique surtout. Donc neuroleptique amiodarone, il faut faire un électro parce que c'est trop dangereux. Neuroleptique amiodarone, il y a vraiment un risque d'allonger du QT. Voilà. Et également pour la FA, on donne du sotalol parfois chez les gens qui ont une FEVG conservée. Le sotalol, c'est encore pire que la cordarone. Donc, chez ces patients avec QT long, on est un petit peu embêté. On ne peut pas mettre de l'amiodarone, on ne peut pas mettre non plus de la flécaïne à partir d'un certain âge, pas de sotalol, donc on est un petit peu embêté. Retenez amiodarone, QT long à surveiller. Donc ça, c'était pour vous mettre un petit peu l'explication. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque, par exemple, j'ai un patient avec un QT allongé et une hyperkaliémie ? Il peut se passer ce qui se passe un petit peu sur cet électrocardiogramme. Donc vous voyez un rythme sinusal de base, et puis on va avoir des extrasystoles. Alors, le risque de ces extrasystoles ventriculaires, c'est ce qu'on appelle en cardiologie le phénomène R sur T. Ça veut dire que votre extrasystole ventriculaire, qui est par exemple favorisée par une hyperkaliémie, le risque c'est qu'elle tombe au mauvais moment, c'est-à-dire au niveau du sommet de l'onde T. Et dans ce cas-là, ça ne va pas simplement être une extrasystole ventriculaire, mais elle peut se prolonger et aboutir à un trouble du rythme ventriculaire, comme vous pouvez le voir sur cet enregistrement de Holter. Le patient, donc, il faisait déjà des extrasystoles, vous voyez, assez inquiétantes, avec des doublets, il en faisait beaucoup, tous les deux complexes. Et puis, à un moment donné, votre extrasystole ici, elle tombe au mauvais moment, elle tombe sur un point vulnérable au niveau de la repolarisation. Et puis finalement, ça finit par partir en tachycardie ventriculaire et qui peut après dégénérer en FV et provoquer un arrêt cardiaque. Donc le QT long, c'est ça un petit peu le risque. Alors cette fois-ci, on va passer aux bradycardies. Donc patient de 82 ans. Hypertendu avec un traitement, comme vous voyez, quand même assez important, des fortes doses, bisoprolol 10 mg le maximum, valsartan 160. Et donc je vous pose la question par rapport à ce tracé. À votre avis, quelle est cette bradycardie ? Alors, je vous donne la possibilité. Bradycardie sinusale, dysfonction sinusale ou bloc atrioventriculaire de haut degré ou complet. Alors, qui dit bradycardie sinusale, à votre avis ? Donc, personne. Dysfonction sinusale. Ok. Et bloc atrioventriculaire. Plutôt haut degré ou complet ? Ok, donc c'était plutôt bloc atrioventriculaire haut degré. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je vous ai mis... Ils sont forts, pour l'instant, ils ont tout bon. Ils sont très très forts. Celui qui a tout bon, on lui offre un cadeau à la fin. Donc, je vous ai mis ici avec les petites flèches les ondes P. Donc, vous pouvez voir. Donc, bradycardie sinusale, non, parce que vous voyez qu'il y a des ondes P qui ne sont pas suivies de QRS. Donc, c'est pas sinusal. Et puis, vous pouvez voir par contre qu'on a certaines ondes P. Donc, il n'y a pas forcément de dysfonction sinusale parce que l'onde P existe, donc il y a bien un influx au niveau du nœud sinusal. Mais ensuite, l'onde P qui vient correctement du nœud sinusal, elle ne va pas être conduite. Donc, elle ne mène à aucun complexe QRS. Donc, c'est bien un bloc un petit peu plus loin dans le circuit de conduction, donc au niveau du nœud atrioventriculaire. Et ici, c'est ce qu'on appelle un bloc atrioventriculaire de haut degré. Alors, pourquoi pas complet ? Parce que, en fait, vous voyez là, par exemple, l'espace PR ici, il est similaire à celui-là. Donc il n'y a pas de dissociation complète entre l'oreillette et le ventricule, mais on a en fait un certain nombre d'ondes P qui vont être bloquées de manière consécutive. D'accord ? Donc c'est un bloc atrioventriculaire de haut degré, ça a la même valeur que le bloc atrioventriculaire complet. C'est aussi grave, ça peut mener à la syncope et à l'arrêt cardiaque de la même valeur.
Donc vous mettez un pacemaker là? Alors, est-ce qu'on met un pacemaker? Donc vous avez répondu oui. Personnellement, et on en a même parlé avec Monsieur Assayag en regardant cet électrocardiogramme, c'est lui qui m'a suggéré de rajouter le bisoprolol à la dose de 10 mg. Vous avez un patient qui a un traitement bêta-bloquant, très forte dose avec son âge. Vous savez que les bêta-bloquants, ça favorise les troubles conductifs. Donc ici, peut se poser la question du pacemaker parce qu'il y a un traitement bradycardisant. En plus, à une dose probablement trop importante pour son âge. Donc dans ces cas-là, on arrête le médicament bêta-bloquant. Hein, ça c'est la principale chose à faire ici de toute urgence. Et puis, on regarde ce qui se passe. Si le BAV ne récidive jamais après l'arrêt du bêta-bloquant, il est assez courant qu'on finisse par ne pas mettre de pacemaker chez ce patient. J'espère que Monsieur Hanon a la même... Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas une hypokaliémie, qu'il n'y ait pas un médicament bradycardisant pleine dose. S'il n'y a pas de syncope et qu'il n'y a pas d'urgence, il faut d'abord arrêter le bêta-bloquant, traiter l'hypokaliémie. Et puis si Holter ou si ça passe pas, là, aller au pacemaker. Si par contre elle a syncopé et qu'elle n'est pas bien, là, il faut le faire tout de suite. En urgence, non. Alors, il s'arrête de façon progressive. On ne le remet pas dans l'ordonnance. Enfin, on ne le prescrit pas au patient quand il arrive à l'hôpital. Après, c'est sûr qu'il faut un certain temps d'élimination qui va dépendre de plein de facteurs, notamment la fonction rénale. Donc après, ça dépend un petit peu de ça aussi. Mais normalement, quand on arrête un bêta-bloquant, si c'est pas une situation d'urgence, effectivement, on dit qu'il faut aller progressivement baisser les doses. Mais si on est devant un BAV, on n'a pas le choix. Donc on arrête. Au pire, il y a une tachycardie réflexe, mais bon, c'est moins gênant puisque ce dont on a peur, c'est la bradycardie. Hein. Donc si c'est une situation d'urgence, on a le droit d'arrêter le bêta-bloquant en aigu, quoi. Alors, toujours une bradycardie. Donc, patiente de 91 ans qui vient pour une asthénie, qui a des antécédents de FA paroxystique et qui est amenée aux urgences. Donc, vous voyez avec ce tracé de bradycardie. À votre avis, sur cet électrocardiogramme, s'agit-il d'une bradycardie sinusale, d'un BAV 2 pour 1, d'une dysfonction sinusale ou d'un rythme sinusal avec des extrasystoles atriales bigéminées? Alors prenez bien le temps de regarder cet électrocardiogramme. Il n'est pas forcément aussi simple peut-être que ce qu'il a l'air. Donc regardez bien les ondes P, regardez bien entre le QRS et l'onde P. Donc à votre avis, chez ce patient, qui dirait bradycardie sinusale? Personne. Qui dit BAV 2 pour 1? D'accord. Qui dit dysfonction sinusale? D'accord. Et donc qui dit le dernier, donc tous les autres, j'imagine, un rythme sinusal et quelques personnes qui ne disent rien. Et qui dit je sais pas? Vous avez tous un avis quand même. Parce qu'il n'est pas facile à lire celui-là. Hein. Des fois, quand on ne sait pas, il faut appeler le cardiologue. Hein. Donc, sur ce tracé, c'est un rythme sinusal avec des extrasystoles atriales bigéminées qui sont en fait ici pas faciles à voir parce qu'elles sont bloquées. Et donc, on n'a pas l'aspect classique de l'extrasystole. Donc, je vous ai mis avec des flèches violettes les ondes P. Donc, vous pouvez voir sur le tracé du bas, ça c'est un rythme long, donc on n'est pas dérangé par les différences de dérivation. Donc, vous voyez ici en violet chaque onde P qui mène bien à un QRS. Et vous allez avoir, pourquoi vous êtes en bradycardie, c'est parce que vous avez là au niveau des étoiles cette petite déflexion ici. Vous voyez, elle a toujours le même aspect. Elle est après le QRS. Et il se passe quelque chose. Donc, il y a une petite déflexion. Alors, c'est bifide, on pourrait à la rigueur hésiter avec une onde T de morphologie un peu particulière, mais il y a une bradycardie sinusale, donc il faut quand même bien regarder. Enfin, il y a une bradycardie, pardon, donc il faut quand même bien regarder. Et donc vous voyez, en fait, cette onde P, c'est une extrasystole atriale qui est bloquée et qui donc, il y a juste une espèce de petite déflexion qui ressemble à l'onde P avant, mais qui ne conduit pas à le tracé classique ensuite. Alors, là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais pourquoi c'est pas un BAV 2 pour 1?
Eh ben, c'est parce que si on avait un BAV 2 pour 1, on aurait une onde P qui conduit, une onde P qui ne conduit pas. Et en fait, toutes les ondes P seraient régulières entre elles. On aurait un nœud sinusal qui décharge tout le temps de manière régulière à la même fréquence. Donc les ondes P seraient toutes régulières entre elles. Et on aurait une fois un QRS, une fois pas. Or là, vous voyez que l'étoile, elle est plus proche de la flèche violette ici que de la suivante. Donc ici, ça ne peut pas être un BAV 2 pour 1. D'accord ? Donc finalement ici, on a notre rythme sinusal normal et juste après une extrasystole mais qui ne conduit pas, et donc on a un repos compensateur qui explique la bradycardie dans les suites, et après on reprend le rythme normal. Et là, ce qui est compliqué, c'est que c'est bigéminé, ça survient une fois sur deux, et donc ça t'explique cet aspect-là. Et si vous pour être sûr que c'est pas une onde P, normalement l'onde P devrait avoir la même tête. Donc on voit bien quand même que le truc qui ressemblerait à une onde P sous l'étoile rouge n'a pas la même tête que l'onde P qui est sous le truc violet. Donc c'est pas une onde P, quoi. Alors, quelle implication en pratique ? Le BAV 2 pour 1, c'est un trouble conductif. Parfois, ça peut être un trouble conductif de haut degré. Donc, par exemple, si ce patient était sous bêta-bloquant, ça nécessiterait de les arrêter. Une extrasystole atriale, c'est de l'hyperexcitabilité. Donc, au contraire, parfois, on aurait plutôt tendance, alors peut-être pas à 91 ans, mais on aurait tendance parfois pour les hyperexcitabilités atriales ou ventriculaires à mettre des bêta-bloquants. Donc, en pratique, ça change aussi un petit peu la prise en charge. Alors, toujours un tracé, là on revient dans des problèmes de repolarisation, et donc je vous pose la question sur ce tracé. Donc c'est un petit peu différent, hein. Vous avez les précordiales en dessous, les dérivations frontales au-dessus, 80 ans, des facteurs de risque cardiovasculaire qui amenaient aux urgences pour une douleur thoracique. Alors, à votre avis, donc finalement les mêmes possibilités que le premier électrocardiogramme qu'on a vu. Donc vous n'êtes absolument pas trompé sur le premier, donc ça va être facile cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc effectivement, aspect de syndrome coronarien. Donc vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'amplitude du décalage du segment ST. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas que en V1, V2. Déjà, il est beaucoup plus ample, il est beaucoup plus important. Et puis vous l'avez là en fait dans tout le territoire antérieur, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tout le monde a dit 2, tout le monde a dit 2 alors ? Ouais. Avec, il faut rechercher dans ces cas-là le miroir. Et là, en fait, il y a sûrement un petit miroir ici, un petit sous-décalage en D3 et en AVF. Ok, donc un tracé de ce décalage du segment ST en antérieur. Voilà. Alors, cette fois-ci, bradycardie, 82 ans, donc fibrillation atriale paroxystique, un patient sous cordarone. Et donc, je vous pose la question sur cette bradycardie. À votre avis, tracé de bradycardie sinusale, dysfonction sinusale avec un échappement ou bloc atrioventriculaire complet. Donc là aussi, regardez bien l'onde P, à votre avis, dans quelle situation on se trouve. Donc, qui dit 1 ? Ok. Qui dit dysfonction sinusale ? Ok, un peu plus de monde. Et qui dit bloc atrioventriculaire complet ? Pas grand monde. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi c'est pas une bradycardie sinusale ? C'est parce que si vous regardez bien, cette onde P, déjà, là, vous voyez, D2, où normalement elle doit être bien visible et bien positive, on la voit quasiment pas. Et surtout, regardez par exemple V5 et V6. Vous avez ici une toute petite onde P qui est juste à côté du QRS. Vous vous rappelez que l'espace PR, normalement, il est à plus de 120 millisecondes. Donc là, ça peut pas être une onde P qui conduit. Et donc, c'est bien ici, pas sinusal, mais un échappement sur une dysfonction sinusale. Voilà. Donc l'heure se faisant, j'avais quelques tracés, mais voilà, on va s'en arrêter là peut-être. On le réinvitera parce que c'était très bien. Hein. Bon, merci à tous.